Pouvez-vous le croire? Ma famille a organisé une fête d'anniversaire extravagante le jour même où j'ai dû faire mes adieux à ma chère épouse pour son dernier voyage. Cela semble absurde, mais c'est la vérité. Et les coupables n'étaient autres que ma mère et mon frère. Que dois-je faire après tout ce qu'ils ont fait? Dois-je leur pardonner ou rompre les liens pour toujours? Veuillez écouter mon histoire et me donner vos conseils. Bonjour, je m'appelle Jordan. Je n'aurais jamais pensé partager cette histoire, mais il y a des douleurs trop lourdes à porter seul. Je ne cherche pas la pitié, mais un moyen de continuer à vivre sans être écrasé par le passé. J'ai 38 ans, je suis ingénieur logiciel et je vis à Austin, au Texas. Ma vie était autrefois parfaite, une carrière stable, une maison chaleureuse et, surtout, une épouse que j'aimais plus que tout, Emily. Elle n'était pas seulement ma femme, mais mon âme sœur, ma source de force la plus importante. Mais tout s'est effondré lorsqu'Emily a reçu un diagnostic de cancer du pancréas à un stade avancé. Quelques jours après le diagnostic, elle est décédée. Je pensais que perdre ma femme était la pire douleur que je pourrais jamais endurer, mais je me trompais. Un autre choc m'attendait de ma propre famille. J'ai un demi-frère, Brandon. Nous n'avons jamais été proches, et nous ne le serons probablement jamais. Il y a toujours eu un ressentiment silencieux en lui, pas une hostilité ouverte, mais une jalousie sourde. Cela se manifestait dans ses sourires sarcastiques, dans le tranchant de sa voix chaque fois que nous parlions. Pourtant, je n'aurais jamais imaginé que son ressentiment puisse aller aussi loin. Je n'aurais jamais pensé qu'il organiserait une fête d'anniversaire extravagante le jour même où j'enterrais ma femme. Cela semble insensé, mais c'est arrivé, et cela a tout changé. Permettez-moi de vous parler un peu d'Emily, ma femme, la femme la plus incroyable que j'ai jamais connue. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans un petit café à Austin, j'avais 24 ans et elle 22. J'étais penché sur mon ordinateur portable, essayant de corriger une erreur de codage tenace, tandis qu'Emily lisait des documents médicaux pendant une pause de son service à l'hôpital. Une conversation s'est transformée en heure de discussion, et j'ai su qu'elle était celle avec qui je voulais passer ma vie. 3 ans plus tard, à 27 ans, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple mais pleine de joie. Emily n'a jamais aimé l'extravagance, elle voulait juste une maison paisible, un endroit où retourner après de longues journées à l'hôpital. Emily était pédiatre et elle donnait tout son cœur aux enfants dont elle s'occupait. Elle restait éveillée toute la nuit au chevet d'un enfant malade, calmait doucement les enfants terrifiés par les aiguilles ou tenait la main d'une mère inquiète pour la rassurer. Je n'ai jamais rencontré personne ayant un cœur aussi gentil et désintéressé qu'Emily. Elle n'était pas seulement ma lumière, mais une lumière pour tant d'autres. Nous avions 2 filles, Lily et Sophie. Lily, maintenant âgée de 7 ans, est brillante et imaginative, elle peut passer des heures à dessiner ou à créer ses contes de fées. Sophie, âgée de 5 ans, a déjà une personnalité farouche, c'est ma petite guerrière, toujours en mouvement, énergique et intrépide. Notre famille était heureuse. Nous avions une vie que je pensais durer éternellement, des soirées autour de la table du dîner, des pique-niques le week-end, des histoires au coucher. Il y a 2 ans, Emily a commencé à se sentir constamment épuisée. Au début, nous pensions que c'était simplement du stress au travail. Elle rentrait à la maison les yeux lourds, son sourire un peu plus fatigué qu'avant. Puis est venue la douleur subtile, pas aiguë, mais persistante. Un soir, Emily s'est agrippée à son estomac et s'est effondrée sur le sol de la cuisine. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas seulement un surmenage. J'ai immédiatement appelé une ambulance. 15 minutes plus tard, nous étions à l'hôpital. Les médecins ont effectué une série de tests, puis l'un d'eux m'a appelé à part, le visage grave. Je n'oublierai jamais le moment où il a dit « Votre femme a un cancer du pancréas à un stade avancé. Son état est grave, il ne lui reste peut-être que quelques jours, ou au plus quelques semaines. » J'ai tout fait, médecins, traitements, hôpitaux, l'argent n'avait pas d'importance. J'aurais vendu mon âme pour un miracle, mais les miracles n'existent pas. Lorsqu'Emily a été admise à l'hôpital, j'ai contacté ma famille pour obtenir du soutien en partie parce que j'avais besoin d'aide pendant cette période difficile, mais surtout, je voulais qu'Emily sente qu'elle avait encore sa famille à ses côtés. J'ai envoyé un message dans notre groupe de discussion familiale, Emily a été admise à l'hôpital. Elle a un cancer du pancréas à un stade avancé. Les médecins disent que le pronostic n'est pas bon. Pouvez-vous venir lui rendre visite? Ma mère a répondu presque immédiatement, « Oh, chérie, je suis tellement inquiète. J'arriverai dès que possible. » Mais Brandon, mon frère, n'a envoyé qu'une réponse courte et sans cœur, « Elle va bientôt partir.
Tu devrais commencer à préparer les funérailles. J'étais habitué à sa froideur, mais cette fois, cela m'a coupé le souffle. Brandon ne m'a jamais aimé. Je l'ai toujours su. Il y avait toujours ce ressentiment sourd en lui, inexprimé mais indéniable. C'était dans la façon dont il me regardait, dont il me parlait. Et j'ai compris pourquoi. Même si nous avons tous les deux grandi avec notre mère, nos situations étaient complètement différentes. Ma mère a divorcé de mon père lorsque j'avais seulement 2 ans, mais il est resté responsable, couvrant mes frais de scolarité et m'aidant à obtenir mes premières opportunités de carrière. Le père de Brandon, cependant, n'a pas pu faire de même. À cause de cela, ma mère s'est toujours sentie coupable et a essayé de compenser, le favorisant souvent dans presque tout. Et moi aussi. Je n'ai jamais laissé Brandon lutter. La voiture qu'il conduit, ma femme et moi l'avons achetée pour lui. La maison où il vit est aussi la nôtre. Nous avons même envoyé $2000 par mois à Brandon et à ma mère, ce n'est pas une petite somme. Mais quoi que je fasse, sa jalousie ne s'est jamais estompée. Je ne suis pas une personne patiente. J'aurais rompu les liens avec Brandon depuis longtemps si cela n'avait tenu qu'à moi. Mais Emily était différente. Elle me rappelait toujours gentiment, « Jordan, tu as une famille, quoi qu'il arrive. Brandon est toujours ton frère, et ta mère est toujours ta mère. Si tu les repousses avec colère, les choses ne feront qu'empirer. Continue à donner, et un jour, ils comprendront. » Je n'y ai jamais cru, mais pour Emily, j'ai toujours essayé de me retenir, même si la maison de Brandon était toujours à mon nom. Emily a insisté pour que nous aidions lorsqu'il avait des difficultés financières et qu'il ne pouvait pas se permettre d'acheter une maison. Elle m'a dit, nous sommes mieux placés pour aider, lui apporter un peu de soutien ne nous fera pas de mal. Tout le monde mérite un endroit qu'il peut appeler chez lui, n'est-ce pas? Alors je l'ai écouté. Mais Brandon n'a jamais montré de gratitude. Pas une seule fois il n'a dit merci. Pire encore, quelques mois avant la mort d'Emily, il a osé nous demander de transférer la maison à son nom. Je me souviens si clairement de ce jour-là. Il est venu, s'est assis sur notre canapé comme s'il était chez lui, et a dit tranquillement, « il est temps que vous me transfériez cette maison. Ce n'est pas agréable de vivre dans un endroit qui est techniquement le vôtre. » J'ai failli éclater de rire. Pas agréable? Je voulais lui dire que s'il n'était pas à l'aise, il pouvait partir à tout moment. Mais encore une fois, Emily a posé sa main sur la mienne, en lui donnant une douce pression à un rappel silencieux de rester calme. J'ai respiré profondément, j'ai regardé Brandon et j'ai dit, on en parlera plus tard. Nous n'étions pas d'accord, mais nous n'avons pas non plus refusé catégoriquement, nous avons simplement éludé le sujet pour éviter tout conflit inutile. C'est peut-être pour ça qu'il nous en voulait encore. Ce qui me fait le plus souffrir, ce n'est pas la jalousie de Brandon, c'est le fait qu'il considère tout ce que nous avons fait pour lui comme une obligation, et non comme de la gentillesse. La voiture qu'il conduit, il n'a jamais reconnu que ma femme et moi l'avions payée. La maison où il vit, il agit comme si elle lui appartenait de droit. Chaque mois, je transfère $2000 sur son compte et celui de ma mère jamais en retard, jamais manqué, mais je n'ai jamais entendu un merci. Et lorsqu'Emily a été hospitalisée, lorsque j'avais le plus besoin de ma famille, lorsque j'espérais le moindre signe d'inquiétude de la part de mon demi-frère, tout ce que j'ai reçu, c'est ce message froid, elle va bientôt partir. Tu devrais commencer à préparer les funérailles. Aucune condoléance, aucun mot de réconfort. À ce moment-là, j'ai enfin compris, je pouvais tout faire pour Brandon, mais à ses yeux, je ne serais toujours rien de plus qu'une personne à mépriser. Après avoir envoyé ce message dans le groupe de discussion familiale, je me suis assis tranquillement sur une chaise dans le couloir de l'hôpital, fixant mon écran de téléphone. Les messages de ma mère et de Brandon étaient toujours là, mais je ne me suis pas donné la peine de les relire. Je ne pensais qu'au passé, à Emily, à nos années heureuses ensemble, et à la façon dont ma famille et les personnes qui étaient censées être mon système de soutien m'avaient fait sentir plus seul que jamais. Soudain, mon téléphone a vibré. « Papa. »« Papa » ai-je répondu, ma voix se brisant dans ma gorge. « Jordan, Nancy et moi venons de passer chez toi, il n'y avait personne. »« Où es-tu » Nancy était ma belle-mère. Mon père, David Carter, s'était remarié après avoir divorcé de ma mère. Même si je n'avais pas grandi dans sa famille, il avait toujours été présent. Ce n'était pas un homme de grands discours, mais ses actions parlaient plus fort que ce qu'il ne pourrait jamais dire. J'ai respiré profondément et j'ai répondu, ma voix plus faible que je ne le voulais, « Emily est à l'hôpital, papa. » Ce n'est pas bon.
Sans hésitation, il a dit, nous arrivons tout de suite. Moins de 20 minutes plus tard, mon père et Nancy sont arrivés à l'hôpital. Il m'a pris dans ses bras, fort et chaleureux, un genre de câlin dont je n'avais pas réalisé que j'avais tant besoin. Nancy a posé une main réconfortante sur mon épaule, les yeux remplis d'inquiétude et d'une détermination silencieuse. Jordan, a dit mon père, tu ne peux pas tout faire seul. Nancy et moi allons prendre soin de Lily et de Sophie pendant qu'Émilie est hospitalisée. Tu dois concentrer toute ta force sur ta femme. Je l'ai regardée, la gorge serrée. Nancy a ensuite pris la parole, sa voix douce mais ferme, les filles doivent ressentir l'amour de leur mère tous les jours. Nous les amènerons ici pour voir Émilie. Quoi qu'il arrive, elles ne doivent jamais se sentir abandonnées. Je voulais refuser, insister sur le fait que je pouvais tout gérer moi-même, mais lorsque j'ai croisé leurs regards, j'ai su qu'ils voulaient vraiment aider. Lily et Sophie n'avaient que 5 et 3 ans à l'époque, mais elles étaient incroyablement perspicaces. Lorsque mon père est entré dans la pièce, Lily a couru pour le prendre dans ses bras, tandis que Sophie bavardait avec enthousiasme, lui montrant un dessin qu'elle venait de colorier à un dessin de notre famille. Grand-père, maman est malade, mais elle va aller mieux, n'est-ce pas, a demandé Lily, ses yeux brillants remplis d'espoir. Mon père s'est agenouillé, lui caressant doucement les cheveux. Bien sûr, ma petite princesse, a-t-il dit, sa voix grave, stable et rassurante. Ta mère est forte et se sent mieux lorsqu'elle vous a à ses côtés. Je me suis détourné, sillant rapidement pour cacher la brûlure dans mes yeux. À un moment où je me sentais comme si j'allais me briser, mon père était là, stable et inébranlable, comme un phare au milieu de la tempête. Malgré tous nos efforts, la maladie d'Émilie était trop avancée. Elle a été à l'hôpital moins de 8 semaines avant de mourir. Les médecins m'ont dit de me préparer, mais comment aurais-je pu être prêt à perdre la femme la plus importante de ma vie? Chaque jour passé à l'hôpital était une bataille entre un espoir fragile et une réalité cruelle. Je n'ai jamais quitté les côtés d'Émilie. Je n'ai ni mangé ni dormi, je suis resté assis là, tenant sa main, comme si en la serrant assez fort, je pouvais la ramener d'une manière ou d'une autre. Mais je savais que son temps s'échappait. Mon père et Nancy ont amené Lily et Sophie rendre visite à leur mère tous les jours. Je n'oublierai jamais le regard que mes filles portaient sur Émilie et leurs yeux innocents et aimants remplis d'une foi inébranlable, comme si elles pensaient vraiment que si elles la serraient assez fort dans leurs bras, elle irait mieux. Lily, âgée de 5 ans, était toujours si douce. Chaque fois qu'elle entrait dans la chambre d'hôpital, elle se déplaçait prudemment, comme si elle avait peur de blesser sa mère. Elle déposait un dessin sur le lit à chaque visite, espérant qu'Émilie ouvrirait les yeux pour le voir. Maman, j'ai dessiné toute notre famille aujourd'hui. Papa dit qu'on retournera au parc quand tu iras mieux, n'est-ce pas? Émilie n'avait plus la force de répondre longuement, mais elle a quand même réussi à sourire et à hocher la tête, les yeux débordant d'amour. Sophie, âgée de 3 ans, était trop jeune pour comprendre pleinement, elle savait seulement que maman était malade, et lorsqu'une personne est malade, elle a besoin de câlins. Chaque jour, elle montait sur le lit d'hôpital, enroulait ses petits bras autour d'Émilie et blottissait sa tête contre la poitrine de sa mère. De la voix la plus douce, elle murmurait, « Maman, ne dors plus. Tu as trop dormi. Réveille-toi et joue avec moi. » J'ai vu les larmes couler du coin des yeux d'Émilie alors qu'elle luttait pour presser un baiser dans les cheveux de notre fille. J'ai voulu crier, promettre que tout irait bien, qu'Émilie rentrerait à la maison avec nous, que nous serions à nouveau une famille heureuse. Mais je n'ai pas pu, car je savais que ce serait un mensonge. La veille du décès d'Émilie, après le départ de Lily et de Sophie, elle a ouvert les yeux et m'a cherché. J'ai immédiatement pris sa main, sentant la chaleur s'éloigner lentement. Elle a essayé de parler, sa voix si faible que j'ai dû me pencher près d'elle pour entendre. « Jordan, tu dois me promettre. » Elle a fait une pause, luttant pour reprendre son souffle. Sa voix était faible, mais ses mots étaient fermes, « Quoi qu'il arrive, ne laisse pas la colère te consumer. Tu as toute ta vie devant toi, et nos filles, Lily et Sophie. » Émilie savait combien je les aimais, mais elle me connaissait aussi. Elle savait que sans elle, je pourrais sombrer dans l'amertume, dans la rage contre ceux qui m'avaient failli, contre le monde entier. J'ai avalé difficilement et j'ai hoché la tête, bien que mon cœur se sente déchiré. Je te le promets, ai-je murmuré, mais je n'étais pas sûr de pouvoir tenir cette promesse. Émilie m'a fait un faible sourire, ses yeux se fermant à nouveau. Elle s'est rendormie, et je suis resté assis là, tenant sa main, la suppliant silencieusement d'ouvrir à nouveau les yeux, mais elle ne l'a jamais fait. Le lendemain, Émilie était partie.
Je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé après cela. Je me souviens de quelqu'un qui me secouait l'épaule, d'un médecin qui disait quelque chose que je n'entendais pas. Je me souviens des larmes chaudes qui coulaient sur le visage de Lily alors qu'elle s'accrochait à moi, demandant « Papa, où est maman ?» Je me souviens de Sophie qui enfouissait sa tête contre ma poitrine, murmurant entre ses sanglots « Maman dort depuis trop longtemps. Pourquoi ne se réveille-t-elle pas, papa ?» Je me souviens du vide béant dans ma poitrine alors que je fixais le lit d'hôpital maintenant froid, alors que ma main lâchait enfin prise sans personne à qui s'accrocher. J'avais perdu Émilie, mais je n'aurais jamais imaginé que quelques jours plus tard, je perdrais autre chose, la famille que je croyais être tout. Une fois toutes les procédures hospitalières terminées, je suis sorti, sentant que tout mon monde s'était effondré. Le ciel au-dessus d'Austin ce jour-là était incroyablement bleu, se moquant presque de mon chagrin. Émilie était partie, mais le monde extérieur continuait comme si de rien n'était. Je n'avais pas l'énergie d'appeler tout le monde individuellement, alors j'ai ouvert notre groupe de discussion familiale, celui avec ma mère et Brandon, et j'ai envoyé un simple message « Émilie est décédée ce matin. Les funérailles auront lieu samedi à 11 h à l'église Saint-Marie. J'espère que vous viendrez lui faire vos derniers adieux. » Je ne m'attendais pas à de longues condoléances ni à de la sympathie démonstrative, mais les réactions de ma mère et de Brandon m'ont laissé complètement sans voix. Ma mère a lu le message immédiatement. Elle l'a vu mais n'a pas répondu. 1 minute, 2 minutes, puis 10. Le groupe de discussion est resté silencieux, comme si de rien n'était. Finalement, Brandon a été le premier à répondre « Oh, mais samedi, c'est ma fête d'anniversaire. J'ai déjà invité tout le monde à 11 h. » J'ai scié, pensant que je m'étais trompé. J'ai relu le message. Je ne m'étais pas trompé. Aucune condoléance, aucune question sur moi ou mes filles, c'était juste un rappel que son événement était plus important que la mort de ma femme. Ma mère a répondu juste après, « Oh, chérie, je suis tellement désolée, mais samedi, j'ai déjà promis d'aider Brandon pour sa fête d'anniversaire. Peux-tu reporter les funérailles à un autre jour ?» Je suis devenu froid. Reporter les funérailles ? Ma mère venait de me demander de reporter les funérailles de ma femme pour ne pas perturber la fête d'anniversaire de Brandon. Des années de colère refoulée, de frustration et de trahison se sont effondrées simultanément. Mes mains se sont resserrées autour de mon téléphone, mes articulations devenant blanches. Je l'ai appelé immédiatement. Lorsque ma mère a décroché, j'ai parlé immédiatement, ma voix tremblant de rage, « Qu'est-ce que tu dis ? Me demandes-tu de reporter les funérailles d'Émilie à cause d'une fête d'anniversaire ?» Elle a soupiré, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. « Jordan, ne t'énerve pas, Brandon prépare cette fête depuis 1 mois. Il a déjà envoyé des invitations, et tout le monde vient. Je ne peux pas simplement l'annuler. » J'ai serré le téléphone plus fort, me forçant à rester calme. « Et tu penses que je peux simplement annuler les funérailles de ma femme ?» J'ai pratiquement craché chaque mot. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais elle a hésité. « Tu sais comment est Brandon. Si tu fais les funérailles le même jour, il sera contrarié. Il veut que son anniversaire soit une occasion joyeuse, et non une occasion où les gens viennent tristes. Il a déjà eu une vie plus difficile que toi. » J'ai poussé un rire amer et cinglant, mais ce n'était pas par amusement. Donc, les sentiments de Brandon comptent plus que le fait que je viens de perdre ma femme. Silence. Très bien, ai-je dit, ma voix empreinte d'un ressentiment glacial. Vous et Brandon, allez-y et organisez votre fête. Ne vous embêtez pas à venir aux funérailles d'Émilie. Je n'ai pas besoin de votre fausse sympathie. Jordan, que dis-tu ? Je suis ta mère. Non, une vraie mère ne mettrait jamais la fête d'anniversaire d'un fils au-dessus du deuil d'un autre fils. Et avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, j'ai raccroché. Je venais de perdre Émilie, la femme que j'aimais plus que tout, et maintenant j'avais perdu la famille que je croyais être à mes côtés. Puis les portes du couloir de l'hôpital se sont ouvertes. Mon père est entré, suivi de Nancy, et juste derrière eux, j'ai vu Lily et Sophie. Elles ne le savaient pas encore. Lily, âgée de 5 ans, a couru droit vers moi, ses petits bras s'enroulant étroitement autour de ma jambe. « Papa, où est maman ?» Sophie, âgée de 3 ans, a suivi, tirant ma chemise avec de grands yeux innocents. « Papa, est-ce que maman est réveillée ?» Je lui ai apporté un dessin. Je me suis agenouillé, les prenant toutes les deux dans mes bras, leur chaleur, leur vie, leur amour, c'est ce qu'il me restait, c'est ce qui importait encore. Mon père et Nancy se tenaient à proximité, attendant silencieusement,
me laissant de l'espace. J'ai avalé difficilement, essayant de trouver les mots. Maman n'est plus là, mon amour, ma voix était rauque, mais je me suis forcé à rester stable. Maman est devenue un ange, elle est maintenant au paradis. Lily m'a regardé, son petit front froncé. Où est le paradis, papa? J'ai pointé vers le ciel à l'extérieur de la fenêtre de l'hôpital. Là-haut, ma chérie. Maman veille sur nous d'en haut. Sophie a suivi mon regard, regardant les nuages comme si elle cherchait sa mère. Alors, quand est-ce que maman rentre à la maison, a-t-elle demandé, sa voix brillante d'espoir. J'ai respiré profondément, essuyant la brûlure dans mes yeux. Un jour, elle vous rendra visite, ai-je murmuré, mais pour l'instant, elle doit d'abord voler jusqu'au ciel. Maman vous aime tellement et veillera toujours sur vous. Lily a serré les lèvres, puis s'est accrochée encore plus fort à moi. Je manque à maman. J'ai fermé les yeux, sentant le poids du monde peser sur moi. Moi aussi, ma chérie, tellement. Nancy m'a touché doucement l'épaule, et mon père était là, silencieux mais présent, pas de mots vides, pas de réconfort insignifiant, juste leur présence, et c'était suffisant. Je ne savais pas comment j'allais surmonter cela, mais je savais une chose, je devais continuer pour Lily, pour Sophie et pour Émilie. 11h, samedi. Je me tenais en silence dans la maison funéraire, les yeux fixés sur le portrait d'Émilie. Elle souriait encore sur cette photo, son regard doux et aimant me fixait comme à travers une fenêtre dans le temps. Mais aujourd'hui, elle n'était plus là. Je me tenais parmi les couronnes funéraires, murmurant des condoléances et recevant des regards compatissants. À quelques pâtés de maison de là, Brandon, mon frère, organisait une fête d'anniversaire somptueuse. J'avais essayé de ne pas y penser, mais comment pouvais-je l'ignorer lorsque des chuchotements emplissaient la pièce? Je n'arrive pas à croire qu'il fasse encore une fête aujourd'hui. C'est honteux. Personne dans cette famille ne devrait y assister. Et ils avaient raison. Personne de notre famille n'a assisté à sa fête. Les parents qui avaient reçu les invitations de Brandon étaient tous ici, aux funérailles d'Émilie. Ils savaient ce qui importait vraiment. Mais tandis que j'inclinais la tête devant le cercueil de ma femme, Brandon célébrait toujours. Soudain, mon téléphone a vibré à un chat de groupe familial. Je l'ai ouvert, et instantanément, mon sang a glacé, une vidéo. Brandon avait envoyé une vidéo de sa fête. Il riait fort à l'écran, debout au milieu d'une pièce bondée avec ses amis, une coupe de champagne à la main. Des acclamations ont éclaté autour de lui, des verres ont tinté en signe de célébration. De la musique EDM a jailli des haut-parleurs, et des lumières de scène ont clignoté. Un énorme gâteau d'anniversaire a été apporté, des confettis ont explosé dans l'air. J'ai regardé l'écran, incapable de croire ce que je voyais. Il célébrait en ce moment même, tandis que ma femme reposait dans un cercueil. Et l'endroit où il faisait la fête? La maison que je lui avais laissée. J'ai pris une profonde inspiration, ma prise sur le téléphone se resserrant si fort que j'ai pensé que l'écran pourrait se fissurer. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Cette maison était toujours à mon nom. Brandon et ma mère avaient choisi une fête d'anniversaire plutôt que les funérailles de ma femme. Très bien. J'ai déverrouillé mon téléphone, j'ai composé le 911, et j'ai appuyé sur appeler sans hésitation. La voix d'un répartiteur est arrivée, 911, quelle est votre urgence? Je n'ai pas hésité. Je voudrais signaler une intrusion non autorisée. Quelqu'un organise une fête dans ma maison sans mon autorisation. Ma voix était glaciale alors que je leur donnais l'adresse de la maison que j'avais laissée à Brandon. Voulait-il célébrer? Il a essayé de transformer cette journée en festival? Je lui ferai un cadeau d'anniversaire qu'il n'oublierait jamais. Une vingtaine de minutes plus tard, alors que je me tenais devant les pompes funèbres en essayant de voler un moment de calme au milieu du chaos dans mon cœur, mon téléphone a commencé à vibrer furieusement. Maman, ai-je soupiré, regardant l'écran pendant une seconde avant de répondre. Je savais déjà exactement de quoi il s'agissait, mais j'ai décroché quand même, pour confirmer que je ne me trompais pas à leur sujet. Dès que j'ai mis le téléphone à mon oreille, la voix de ma mère a crié à travers le haut-parleur. Il n'y avait ni chagrin, ni inquiétude pour moi, seulement de la colère. Jordan, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fermé les yeux pendant une seconde, prenant une profonde inspiration, me forçant à ne pas dire quelque chose que je pourrais regretter. De quoi parles-tu? Ai-je demandé, ma voix étrangement calme. Elle a pratiquement crié, de quoi je parle? Ne fais pas l'innocent avec moi.
Tu viens d'appeler la police chez Brandon au milieu de sa fête d'anniversaire. Sais-tu à quel point il est humilié en ce moment? Un court rire amer m'a échappé. Tu t'inquiètes pour son humiliation? Te soucies-tu du fait que je viens d'enterrer ma femme, ou est-ce que sa fête est la seule chose qui compte pour toi? Ne déforme pas les choses, Jordan, a-t-elle rétorqué. Tu es allé trop loin. Comment as-tu pu appeler la police chez ton frère? Il fait partie de ta famille. Et puis, en arrière-plan, j'ai entendu une autre voix, des cris furieux si forts que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Tu es un sacré connard, Jordan. Brandon. Il était juste à côté d'elle, criant dans le téléphone. Qui crois-tu être, me faisant passer pour un imbécile devant tous mes amis? J'ai dit à maman dès le début que tu n'étais qu'un égoïste, et maintenant tu as enfin montré tes vraies couleurs. J'ai souri, mais il n'y avait pas d'amusement là-dedans. Je suis égoïste, ai-je répété lentement, ma voix aiguë. Je viens de perdre ma femme, et tu t'es organisé une fête d'anniversaire somptueuse, et je suis celui qui est égoïste? Ne joue pas la victime avec moi, a crié Brandon. Tu as toujours eu tout ce que tu voulais, tu as toujours été celui dont tout le monde se souciait. Je voulais juste une journée pour moi, et tu l'as ruinée. J'ai serré les mâchoires, agrippant mon téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches, puis j'ai claqué, tu voulais une journée pour toi? Et moi, Brandon? N'ai-je pas le droit d'avoir une seule putain de journée pour dire au revoir à ma femme? Silence pendant un bref instant, quelques secondes seulement. Il n'y avait rien. Puis ma mère a reparlé, sa voix ne criant plus. Cette fois, elle était froide, aiguë, et empreinte d'une déception silencieuse. Jordan, tu as fait une grosse erreur. J'ai laissé échapper un rire sec et épuisé. Non, maman, la seule erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir fait ça plus tôt. Et puis j'ai raccroché. Juste après cet appel téléphonique furieux, j'ai su que la fête était terminée. La police l'avait dispersée, les invités se sont dispersés, laissant Brandon seul dans son humiliation. Peu de temps après, toutes les personnes impliquées, y compris Brandon et ma mère, ont été emmenées au poste pour un interrogatoire. En début d'après-midi, après avoir laissé Lily et Sophia chez mon père, je me suis rendu directement au poste de police. Il m'avait appelé pour faire une déclaration, et j'étais heureux de m'y plier. Dans la salle d'attente, ma mère et Brandon étaient assis en silence. Ils ne criaient plus, ils n'agissaient pas de manière défiante comme ils l'avaient fait au téléphone. Au lieu de cela, ils semblaient confus, secoués, même. Au moment où ma mère m'a vu entrer, elle s'est levée, sa voix soudainement plus douce, artificiellement gentille. Jordan, tu es enfin là. Que as-tu dit à la police? J'ai croisé les bras, la regardant, puis Brandon. Il n'osait même pas croiser mon regard. J'ai haussé les épaules, ma voix froide. Je leur ai dit la vérité. La maison m'appartient, et Brandon y habite sans contrat légal, et j'ai tout à fait le droit de le faire évacuer immédiatement. Brandon s'est redressé de son siège, criant « Tu ne peux pas faire ça. J'y habite depuis des années. J'ai des droits. » J'ai rencontré son regard sans la moindre hésitation. « Quel droit ?» ai-je demandé, ma voix calme mais tranchante. « Montre-moi les papiers, le bail, les factures à ton nom ou tout ce qui prouve que tu as le droit d'y rester. Ou as-tu supposé que je te laisserais vivre au crochet indéfiniment parce que tu es mon frère ?» Il est devenu complètement silencieux. Ma mère a cligné des yeux, a expiré profondément, et a essayé une approche différente, la négociation. Jordan, ne fais pas ça. Nous sommes une famille. J'ai laissé échapper un rire sec, sans humour, froid, amer, et empreint d'années de ressentiment. Famille, ai-je répété. Où était la famille quand j'enterrais ma femme pendant que vous deux faisiez la fête? Où était la famille quand j'avais besoin de réconfort mais que j'ai seulement eu une putain de vidéo d'anniversaire? Elle n'avait rien à dire. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai croisé leur regard, ma voix ferme. Je ne porterai pas plainte, mais seulement à 3 conditions. Leurs têtes se sont levées, attendant. J'ai levé un doigt. 1. Vous quittez immédiatement ma maison. Je me fiche de l'endroit où vous allez, tant que ce n'est pas là. Un deuxième doigt. 2. Plus d'argent, plus d'aide mensuelle, plus de cadeaux, plus d'aide pour votre maison ou votre voiture. À partir de maintenant, vous êtes seul. Et puis le troisième. 3. Vous n'êtes plus ma putain de famille. À partir de ce moment, je n'ai plus de mère, plus de frère. Vous êtes tous les deux aussi morts pour moi que vous l'étiez quand vous avez ignoré ma douleur.
Brandon est resté figé, comme si je lui avais donné une gifle. Ma mère est devenue pâle, sa bouche s'ouvrant comme si elle voulait protester, mais aucun mot n'est sorti. Les agents ont écouté pendant que je mettais tout au clair, la fête d'anniversaire somptueuse que mon frère avait organisée pendant que j'enterrais ma femme, la façon dont ma mère l'avait défendue, suggérant même que je reporte les funérailles. L'un des agents, un homme d'âge moyen à l'expression durcie, a levé un sourcil et a croisé les bras. « Laissez-moi bien comprendre, a-t-il dit, sa voix empreinte d'incrédulité. Votre femme meurt, vous organisez des funérailles, et pendant que vous êtes en deuil, votre famille est dehors en train de faire sauter le champagne avec un DJ ?» Une jeune agente à côté de lui a secoué la tête, les lèvres se recourbant de dégoût. Je pensais avoir vu le pire de l'humanité dans ce travail, mais il y a toujours un nouveau fond. Un autre agent a ricané, fixant Brandon. Je parie que la fête était amusante jusqu'à ce que les flics arrivent et vous fassent sortir d'une maison qui ne vous appartient même pas. Brandon a serré les mâchoires, les poings se serrant sur les côtés, mais il n'a rien dit. Ma mère a gardé la tête baissée, évitant le regard de tout le monde. À ce moment-là, j'ai réalisé que même des inconnus pouvaient voir à quel point leurs actions étaient méprisables. J'ai jeté un dernier coup d'œil sur eux, puis sans un mot, je me suis retourné et je suis parti. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Je suis sorti du poste de police et j'ai pris une profonde inspiration, l'air frais de l'après-midi a caressé mon visage comme une libération, un poids se soulevant de mes épaules. Je n'étais plus lié à ces personnes égoïstes. Je ne suis plus responsable d'un frère qui ne faisait que m'envier et m'exploiter. Je n'essayais plus de plaire à une mère qui ne m'avait jamais traité équitablement. Je m'étais libéré. Maintenant, seules 2 personnes comptaient vraiment, Lily et Sophia. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé une photo de l'été dernier où Emily et les filles riant, baignées de soleil doré à l'époque où nous étions encore une famille. Je l'ai fait, Emily, ai-je chuchoté. J'ai débarrassé les gens qui ne méritaient jamais d'être dans nos vies. Plus de 2 ans se sont écoulés. Lily a maintenant 7 ans, une fille brillante et imaginative qui adore lire avant de se coucher. Sophia, maintenant âgée de 5 ans, est aussi énergique que jamais, courant toujours avec un sourire radieux. Elles grandissent fortes, même sans leur mère, mais elles n'ont jamais manqué d'amour parce que mon père et Nancy ont toujours été là, les protégeant, les aimant, comme pour compenser l'immense perte qu'elles ont subie. Et ma mère ? Depuis ce jour au poste de police, elle a essayé de me contacter à plusieurs reprises texto, appels. Elle s'est même présentée à ma maison plusieurs fois, mais je ne voulais plus la voir. Je n'étais pas en colère, je ne nourrissais pas de rancune. Je ne voulais tout simplement plus d'elle dans ma vie parce que je crois que si elle m'avait vraiment vu comme son fils, elle n'aurait jamais choisi une fête plutôt que les funérailles de ma femme. Et je ne pense pas que Lily et Sophia aient besoin d'elle non plus. Je n'ai rien entendu parler de Brandon depuis ce jour. Sans maison gratuite, il a dû déménager, sans soutien financier, il a dû se débrouiller seul. J'ai entendu dire qu'il avait dû vendre la voiture que je lui avais achetée pour survivre, mais je m'en fiche. Je lui avais donné plus de chances qu'il ne le méritait, et c'est lui qui les a toutes ruinées. Je ne me soucie plus de la façon dont il vit parce qu'il ne fait plus partie de ma famille depuis longtemps. Puis, hier, juste au moment où j'allais chercher mes filles à l'école, mon téléphone a sonné au maman. J'ai regardé l'écran mais je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il se taise, comme je l'avais fait pendant les 2 dernières années. Quelques minutes plus tard, un message est arrivé, « Jordan, s'il te plaît, je t'en supplie. Tu n'as peut-être pas besoin de moi, mais aide Brandon s'il te plaît. Il est à l'hôpital, et le médecin dit qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. S'il te plaît, quoi qu'il arrive, il est toujours ton frère. » J'ai regardé le message pendant longtemps. Il fut un temps où j'aurais pu hésiter, où j'aurais pu me dire que la famille est la famille, que je ne pouvais pas leur tourner le dos. Mais plus maintenant. J'ai calmement supprimé le message, j'ai posé mon téléphone sur la table, et je me suis tourné vers mes filles. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Pizza ou spaghetti, ai-je demandé avec un sourire, comme si de rien n'était. Lily a applaudi avec enthousiasme. Pizza. Avec du fromage en plus. Sophia a levé la main. Non, des spaghettis. Je veux faire tourner les nouilles comme papa. J'ai ri, les prenant toutes les 2 dans mes bras. Là-bas, ma mère était désespérée, suppliante, quelque part dans une chambre d'hôpital, Brandon était alité, sachant qu'il allait mourir seul. Mais je n'ai ressenti aucune tristesse. J'ai seulement senti qu'au final, le karma avait fait son travail. J'ai choisi ma voie.
J'ai rompu les liens avec ceux qui m'ont trahi, ceux qui m'ont tourné le dos quand j'avais le plus besoin d'eux. Maintenant, je me concentre uniquement sur les gens qui m'aiment vraiment, mes 2 petites filles, mon père et Nancy. Mais je sais que tout le monde ne ferait pas le même choix. Si vous étiez moi, que feriez-vous? Pardonneriez-vous Brandon et l'aideriez-vous? Accepteriez-vous les supplications de ma mère, même après qu'elle m'ait abandonné dans mon moment le plus sombre? Ou feriez-vous ce que j'ai fait, supprimer le message et aller de l'avant avec votre vie? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. J'ai vraiment envie d'entendre vos opinions. Et si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer la suivante. Merci de m'avoir écouté raconter mon histoire.